Je ne peux pas dire bienvenue à la bibliothèque de Vevey, mais presque. Pour nous, c'est une première. On a plusieurs activités sur Zoom, mais c'est la première fois qu'on est aussi nombreuses. Et du coup, merci beaucoup à Viviane Moret, merci Vincent Barras d'avoir eu l'audace d'accepter cette conférence et de l'adapter au confinement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les activités en temps de confinement de la bibliothèque sur notre site internet biblio.vevey.ch. Alors, la conférence va se dérouler comme suit. La parole sera donnée à Viviane et Vincent durant 45 minutes. Et puis ensuite, on aura un temps pour les questions et pour l'échange. Alors, avant de vous laisser la parole, Viviane et Vincent, je vais faire une mini présentation. Vincent Barras, tu es médecin et historien. Tu diriges l'IHM, l'Institut des Humanités en Médecine UNIL-CHUV. Tu es membre du conseil de fondation d'Agnodis, qui a pour mission de promouvoir en Suisse une société considérant les variations d'identité de genre et du développement sexuel comme une richesse relevant de la diversité humaine. Super programme. Viviane Moret, tu es enseignante et co-directrice de la Fête du Slip, festival pluridisciplinaire consacré à une approche positive de la diversité et des identités de genre, des orientations et des pratiques sexuelles. La Fête du Slip a malheureusement dû renoncer à tenir sa 8e édition, prévue en mai, mais bonne nouvelle, le festival s'est allié à Couleur 3 pour proposer 3 soirées en compagnie d'artistes initialement programmés qui mixent sur les ondes pour le plaisir de nos oreilles confinées. Alors, la première a eu lieu hier, c'est passé, mais la seconde, c'est ce soir à 23h, si vous voulez faire la fête après la discussion, avec Antonia XM. Et la dernière, c'est demain, également à 23h, avec Golshay Dabana. On peut déjà noter que la 9e édition de la Fête du Slip aura lieu du 13 au 16 mai 2021. C'est juste ? Oui, on espère que ce 13 nous portera bonheur, du coup. Alors, je vous propose de démarrer notre voyage dans le temps et de parcourir des siècles et des siècles d'idées reçues sur l'orgasme et le plaisir. Je laisse la parole peut-être à Vincent. D'accord, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux. J'aimerais remercier les organisatrices de la bibliothèque de Vevey d'avoir, contre vents et marées, mis cette conférence sur pied. Vous voyez qu'on a un même dress code avec Viviane. On a tous les deux un col en V. Et puis, c'était pour vous souhaiter la bienvenue. Je ne me sens pas vraiment forcément très légitime pour parler, mais disons plutôt ou alors doublement légitime. Par ma profession d'historien de la médecine, effectivement, il y a de quoi faire dans l'histoire de la médecine sur les questions et les représentations de la sexualité et la façon dont la médecine a investi ce champ du savoir ou de l'expérience humaine, positivement ou négativement, c'est selon. Et la tâche d'historien, ça consiste à évaluer cela d'une part, et d'autre part, l'autre légitimité ou non légitimité, mais c'est celle d'un citoyen, disons, de ce monde, intéressé par aussi ces questions. Et puis, comme Mylène l'a dit, ayant rejoint il n'y a pas si longtemps le conseil de fondation d'une fondation qui est en plein dans ces questions-là, qui est la Fondation Agnodis. Donc, justement, une des représentantes, et même la directrice, est présente ce soir. Voilà, ça c'est ma double légitimité. Donc, j'essaie aussi de préciser à chaque fois sous quel angle de vue je me prononce, parce que je pense que c'est important pour la rigueur, en tout cas, d'historien, voire même celle de citoyen, de dire là, je pense que c'est mes valeurs qui sont en jeu, ou là, je mets en avant quelque chose qui est non pas objectif, mais enfin où mes opinions ne sont pas en jeu, mais où j'essaie d'examiner avec la distance requise les positions des uns et des autres dans l'histoire. Ça remonte à très très loin, le moment où l'on sait, où l'on se rend compte que la médecine ou les textes médicaux, je dirais la culture de façon générale, en histoire de la médecine, on ne s'intéresse pas uniquement aux textes médicaux, mais on s'intéresse à la façon dont la médecine est reçue dans la société ou est produite par la société, ce qui signifie que les sources auxquelles on va puiser, ce n'est pas uniquement des textes médicaux, mais ça peut être toutes sortes de textes ou de sources archéologiques ou quoi que ce soit. Mais le moment où un savoir sur ces questions-là s'élabore, le plus loin possible, en tout cas dans la tradition occidentale, c'est la Grèce antique. Et là, on a abondance, je dirais, abondance de textes qu'on pourrait appeler médicaux, mais pas uniquement, sanitaires autour des questions de la sexualité. Et si on examine un peu plus attentivement, et on va vraiment au texte, et on
on fait l'effort d'apprendre les langues qui nous permettent d'avoir accès à ces textes, on s'aperçoit qu'il faut remettre un peu en question certaines de nos idées, qui sont des idées reçues, dans un sens ou dans l'autre. La première idée reçue, ce serait que autrefois, on était très obscur et aujourd'hui, on sait tout. Et donc, il y a eu un progrès progressif, comme tout progrès, c'est progressif, et que peu à peu, enfin, là, on est arrivé au bout du tunnel et qu'on voit la vérité. Comme s'il y avait une vérité qui existait de tout temps, qui est cachée, et puis que peu à peu, soit les progrès de la science ou des esprits éclairés ou des militants des diversités font que peu à peu les choses s'ouvrent et puis enfin on vient aujourd'hui à une connaissance un peu plus objective. L'histoire ne se passe pas comme ça. Autrement dit, si on est à l'esprit ouvert, on s'aperçoit que lorsqu'on va très loin, tout au long de l'histoire, on voit qu'il y a des moments où certains, plutôt que certaines, parce que c'est sûr que ceux qui tiennent l'écriture et qui produisent des traces immédiatement lisibles par les historiens, c'est plutôt des hommes que des femmes. Il y a une histoire là-dedans qu'il faut aussi faire, de ceux qui écrivent la soi-disant vérité ou le savoir sur le sexe ou le plaisir sexuel. Eh bien, ce n'est pas aussi obscur que ce qu'on pourrait croire dans la vision, je dirais, aujourd'hui un peu militante. Mais d'autre part, l'inverse est aussi vrai. Il n'y a pas eu parce qu'il y a aussi des discours comme ça ou des récits, si vous voulez, qui nous disent ah, les anciens, finalement, ils étaient très libérés, c'est qu'à partir d'un certain moment, ça c'est un peu la veine foucaldienne, si on veut, qui aurait tendance à dire, on restreint à partir de soi-disant les Lumières ou surtout au XIXe siècle, et puis c'est là que la répression commence et la société bourgeoise restreint de plus en plus, et on en vient à cette situation contemporaine où les choses ont été très réprimées, par exemple. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un mouvement soit vers une ouverture progressive et enfin une approche de la vérité, soit l'inverse, un temps un peu heureux où la sexualité, la question de la morale n'intervenait pas, et puis que voilà, tout allait bien, et puis que peu à peu, l'Église, puis la raison, puis la science ont peu à peu restreint. Je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et donc ça, j'aimerais dire ça en préambule par rapport à cette question historique. Comme historien, on s'aperçoit qu'on tombe sur des témoignages très anciens qui semblent nous dire « Tiens, c'est curieux, ce n'est pas les mêmes valeurs que nous qui président au discours sur le sexe, mais ce n'est pas forcément non plus des valeurs soit oppressives, soit au contraire très libérées. » Donc, j'aimerais bien affirmer cela. Je pense que ce que je peux faire de plus honnête comme historien de la médecine et de la culture, c'est de dire que les mouvements liés à la sexualité sont extrêmement complexes d'une époque à l'autre et qu'il n'y a pas une évolution progressive dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ça vient, cette illusion dont je vous parle, elle vient des faits très récents finalement, c'est-à-dire de 50 ou 60 années où là, il y a peut-être effectivement des ouvertures ou des mouvements plus linéaires, mais c'est sur des espaces très restreints. 50 ans, c'est rien, c'est une génération ou deux. Il y a 100 ans, c'est déjà extrêmement difficile d'affirmer que d'il y a 100 ans jusqu'à aujourd'hui, ça a été peu à peu l'ouverture vers une révélation, enfin, que le plaisir sexuel était bien, puis que les discours de la morale devaient être jetés. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Alors déjà merci Vincent, parce que j'ai tellement de choses à dire, ou en tout cas avec lesquelles je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et puis, juste aussi vu que tu l'as soulevé, la question de la légitimité, alors je pense que c'est une question qu'on se pose toujours quand on prend la parole en public. Moi, j'aimerais juste dire que effectivement, ma légitimité, elle vient simplement du fait d'être une personne dans la société qui s'intéresse aux questions de la sexualité et qui aime les interroger. Et du coup, je n'ai pas l'impression d'être forcément un vecteur de savoir comme ça, mais plutôt quelqu'un simplement comme toutes les autres personnes qui sont là, qui se posent des questions. Et puis, peut-être simplement, je me suis posé un petit peu plus de questions là-dessus que vous, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, c'est une posture très humble qui est la mienne là. Et puis du coup, moi, en fait, ce qui me titille dans la question de Mylène, évidemment, c'est quelque chose de pas très distant de ce que Vincent vient de dire, c'est que quand on parle d'idées reçues et puis d'idées qui sont démenties, il y a en fait en fond cette question de la vérité. Et la question de la vérité ou de la réalité ou de choses cachées, c'est quelque chose qui est extrêmement présent
dans l'approche à la sexualité. Alors Foucault l'a décrit évidemment, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est essayer de trouver, on dénude dans la sexualité, on veut chercher la vérité. Une autre anecdote par rapport à la vérité, c'est qu'on a très envie dans les films porno que les choses soient vraies, que les acteurs et les actrices aient vraiment du plaisir, alors qu'en fait, dans un film, on s'en ficherait normal, on s'en ficherait complètement de savoir si les gens ont vraiment cette émotion ou pas. Enfin, on a souvent, dans ce rapport à la sexualité particulièrement, une recherche de la vérité, de la chose cachée, qui est assez forte. Et puis, je trouve, évidemment, j'abonde dans le sens de Vincent, c'est que qu'est-ce que la vérité? Évidemment, la vérité, ça n'existe pas forcément, ou ça peut exister de manière personnelle, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment véritablement trouver. Et puis finalement, ce qui est intéressant, en tout cas, évidemment, moi j'ai aussi une approche assez sociologique, donc c'est ma première formation, c'est ce que je trouve intéressant, plutôt que de se dire quelle est la vérité ou qu'est-ce qu'il faut au juste, c'est de se dire quels sont les rapports de pouvoir qui sont investis et qui traversent ces questions, qui sait qui tire un avantage ou pas. Quelles sont les personnes ou quel type d'avantage est-ce que les personnes tirent de ce genre de situation. Et puis je trouve qu'aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant, tu l'as soulevé aussi Vincent, mais je vais peut-être y aller un petit peu plus fort et accentuer cette question-là, c'est dans cette question de la vérité ou de la censure ou de la question de venir perturber nos relations à la sexualité. Souvent, il y a cette idée que c'est la religion, que c'est l'Église, ou que c'est l'islam qui viendrait, à partir d'un certain moment, nous couper de nos pulsions naturelles. Alors, il y a plein de choses à déconstruire là-dedans, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que, évidemment, c'est pas l'Église qui fait ça. Ce que je trouve, c'est que quand on cherche, on se tourne vers des illusions un peu simplistes comme ça, de trouver l'ennemi numéro 1 de la sexualité. Ça nous empêche en fait finalement de pouvoir tourner le regard vers l'intérieur, vers nous-mêmes, et de se demander en fait à quel point est-ce que nous on participe aussi à une société, à des mouvements sociaux qui vont être traversés par des questions de pouvoir et où on a un avantage ou un désavantage. Et puis en fait, finalement, je trouve que la question, elle réside là, en fait. C'est que c'est intéressant de pouvoir se dire finalement, comment est-ce que moi-même, je participe quelque part à cet intox ou à cette info? Comment est-ce que moi-même, je perpétue des idées qui peuvent être nocives, parce qu'en fait finalement c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas tellement de se dire qu'est-ce qui est vrai, mais qu'est-ce qui est avantageux pour le plus grand nombre, qu'est-ce qui est avantageux et pour qui et pourquoi, et puis d'être conscient, de pouvoir faire des choix éclairés. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et je vais rebondir encore sur une dernière chose qu'a dit Vincent, c'est la question de qui c'est qui fait la science. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on va opposer la religion, l'obscurantisme et la science, les lumières, waouh. Et puis, finalement, on voit que bien souvent, la science, elle a été faite par des hommes, et même si elle n'avait pas été faite par des hommes, elle est faite dans un contexte d'une société qui est traversée justement par des questions de pouvoir, par du sexisme, par de l'homophobie, par de la transphobie, et que du coup, ça va teinter la manière dont on regarde, dont on construit les faits historiques, la manière dont on fait de la science, et que du coup ça aussi, ça va continuer à influencer ou à consolider nos préjugés, si on veut, notre façon de regarder un objet, ici notamment la sexualité. Est-ce que vous deux, vous pourriez nous citer des exemples d'idées reçues qui ont été avérées fausses et qui ont été quand même bien ancrées et qui se sont ancrées sur une durée, qui ont fait quand même pas mal de dégâts? Oui, alors ça, on en trouve tout ce qu'on veut, hein, c'est sûr. Je reviens un tout petit peu en arrière pour la question, c'est lié à la question de Mylène sur la vérité. Je crois que c'est moins la question de la vérité en soi qui importe que la question de la naturalisation, je crois, en tout cas pour la science. Faite d'ailleurs non seulement par des hommes, mais souvent aussi par des religieux, des gens très liés au système de la religion. Science et religion
effectivement, loin de s'opposer, l'un positif, l'autre négatif, sont intimement liés. C'est une séparation très artificielle que nous faisons aujourd'hui, mais il y a 30 ans, c'était déjà très différent. Donc, la question de la vérité est plus liée en tout cas dans la recherche de la compréhension du monde et des choses, qui est un effort humain qu'on ne peut que louer, bien sûr. Toute société humaine, en tout cas notre occidentale, c'est caractérisé ce qu'on appelle le miracle grec, la rationalité grecque, par une tentative globale de civilisation, vraiment on peut le dire, de tenter d'essayer de comprendre les choses sur un certain nombre de prémices. Et un de ces prémices, c'était qu'est-ce que la nature? Et alors, un des grands problèmes, je ne dis pas un des grands défauts, mais en tout cas un des grands problèmes qui s'est posé, notamment à propos des questions de sexualité, de sexe et de nature humaine tout court, c'est quelle est cette nature-là? Et alors, évidemment, on voit venir, il y a des grands noms qui sont là-dedans, qui naturalisent. Il y a un effort énorme de la part de l'ensemble des civilisations de naturaliser et de classer les hommes et les femmes. Et sur quelle base on peut classer ce qui est homme, ce qui est femme? Voilà, une grande catégorie, une catégorisation homme-femme, binaire, bon voilà, c'est comme ça. Il y a toute une histoire de la pensée binaire là derrière, mais il y a aussi de fonder ça dans une nature. Et quelle est cette nature? Alors, en l'occurrence, depuis Aristote et au-delà, avec des questions passablement complexes d'ailleurs, et pas aussi simples que ce qu'un historien avait prétendu, qui était Thomas Laqueur, qui a beaucoup fait pour penser les choses, mais qui prétendait qu'au fond, la nature, tout le discours scientifique européen, donc j'en viens à répondre à cette question, dénonçait une sorte d'erreur de la science qui consistait à dire que les hommes, le modèle anatomique et physiologique permettant de définir la différence entre les deux sexes, là, au sens vraiment biologique, c'était calqué sur le masculin et que le féminin, c'était qu'une absence du masculin. Et que donc, au fond, jusqu'au XVIIIe, au XIXe siècle, finalement, il y avait eu très peu, c'était mal parti, puisque on fondait la définition ancrée dans la nature du sexe sur une définition a priori masculine, et puis que le féminin était uniquement un retour du masculin. C'était une hypothèse très intéressante, mais c'est arrivé, justement, ça s'est avéré quand même pas seulement plus complexe que cela. Et donc voilà une erreur que des gens finalement assez éclairés, ou disons qui sont plutôt de notre bord, si je puis dire, là je parle comme citoyen justement, ceux qui sont plutôt pour essayer de mettre en critique cette naturalisation, avaient tendance à dire l'histoire s'est trompée, ou les scientifiques se sont trompés jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'ils assignaient le sexe masculin et féminin en fonction de critères qui n'étaient pas scientifiques, mais qui étaient sur un préjugé pré-scientifique qui consistait à dire on voit le monde et les vivants sur non pas un schéma binaire, mais au contraire un schéma par absence. L'homme, ou les caractères sexuels, physiques, biologiques, physiologiques de l'homme, et définissant par leurs défauts les caractères féminins. Exemple, donc, dans un avatar est la théorie freudienne de la petite fille qui se sent castrée, elle a un garçon dont on a coupé le pénis, en gros. Je simplifie un tout petit peu. Pardon pour les psychanalystes qui se trouveraient. Mais enfin, voilà. Donc, c'était pour dénoncer quelque chose qui était faux, mais on s'est aperçu effectivement que c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Là, j'entre un peu dans une complexité. Un deuxième exemple, peut-être un peu plus simple, je m'excuse d'être entré dans ce détail, mais c'est pour montrer à quel point nous autres, historiens des sciences, on a des fois fort à faire avec nos propres préjugés, en essayant d'assigner à l'histoire des propos qu'elle n'a pas nécessairement tenus. Là, je vous en parle, et c'est plus récent. Alors, une erreur, puisque Mylène veut absolument qu'on fasse des erreurs, mais j'en ai une belle. Là, c'est le discours sur la masturbation, en plus, c'est une spécialité locale. C'est un peu comme le vin de Chardonne ou des choses comme ça. C'est vaudois, c'est lausannois même, c'est Tissot. Je ne sais pas si les gens connaissent Tissot. Apparemment, Magali, en tout cas, le connaît bien. Elle opine chef. Enfin, j'en vois quelques. Bref, Tissot, c'est Samuel Auguste Tissot. Il y a une rue, j'habite à 3 rues de Tissot, donc je me sens en affinité comme ça avec la rue Tissot. L'avenue Tissot, c'est une avenue. Et puis, Tissot, au XVIIIe siècle, a produit un discours qui s'appelle De l'onanisme, un livre. Et ce discours-là est une réflexion sur la dépense inutile des humains. Quelle est la dépense inutile des humains? Par excellence, c'est la dépense de semences, évidemment masculines, mais aussi féminines.
il reprend des idées anciennes, d'origine aussi aristotélicienne, sur le fait que l'homme et la femme, au moment du plaisir, émettent de la semence. La femme sous une forme plutôt inverse de celle de l'homme, peu importe dans les détails, mais enfin, c'est une histoire assez compliquée, mais assez intéressante. Et il dit, il y a quelque chose de scandaleux, moralement, mais surtout politiquement et économiquement, à dépenser inutilement de la semence qui doit être réservée à des fins beaucoup plus nobles et beaucoup plus utiles pour l'humanité. Donc, c'est une vision très humaniste. Dans un siècle qui est dépeuplé, où la grande crainte du XVIIIe siècle, c'est que l'humanité s'élimine du fait de problèmes de natalité, donc il y a une angoisse majeure liée, soit dit en passant, aux épidémies de variole. Hein, donc voilà, donc ça dépeuple la planète, c'est-à-dire la France. En gros, la France, c'est la planète, ou la Suisse, et, enfin la francophonie, mais surtout la France, du point de vue des francophones, et de Tissot, qui est vaudois, mais qui est complètement français de ce point de vue-là. Et il dit donc, il y a quelque chose, il y a une angoisse, et je vais répondre en médecin et expliquer qu'effectivement, par rapport à cette angoisse du dépeuplement, il y a un vice absolument qu'il faut combattre, c'est celui de la masturbation. Parce que c'est une dépense d'énergie en vain, et au moment où il faut justement économiser l'énergie pour repeupler la planète, la France, eh bien, arrêtez de vous branler puisque vous dépensez en vain, comme Onan, celui qui dans la Bible, ce personnage qui semble décrit dans la Bible comme ayant creusé un petit trou et puis faisant l'amour à la terre, répandant sa semence sur la terre, mythe repris par Robinson, enfin dans l'histoire de Robinson aussi, eh bien, il faut arrêter de le faire, et ceci non pas pour des raisons véritablement morales, ou sinon pour une morale de la nation. La nation est importante, le collectif est important, il faut émettre. Donc, il émet une théorie, lui, à défaut de laisser émettre d'autres choses aux gens qui le fustigent, mais lui, il émet une théorie qui dit c'est pas bon, et je vais vous le prouver parce que médicalement, les gens qui pratiquent l'onanisme sont sujets à des maladies atroces. Et il met en garde la nation, le peuple, contre quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui, que un certain nombre de gens, en tout cas, estiment être un plaisir pas trop coupable, enfin normal, enfin bon, peu importe les valeurs qu'on met aujourd'hui, mais à l'époque, qui est une pratique qui devient absolument, qu'il est absolument interdit de faire. Alors, Tissot émet ce discours et chose curieuse, il a un succès phénoménal, phénoménal. Et ça, j'ai pu l'étudier de près puisque j'ai étudié aussi ceux qui lisaient ce discours, donc les lecteurs, les masturbateurs, si vous voulez, surtout masculins, aussi féminins. Il y a des tas de lettres qui ont été conservées dans le fond des manuscrits ici à Lausanne. Donc, on est vraiment en terrain vaudois, c'est super. Mais d'ailleurs, c'est des lettres qui émanent de gens de l'Europe entière, de la France, mais aussi d'Espagne, de Suède, d'Italie, de Hongrie, de Pologne. On a trouvé toutes sortes avec mon équipe sur lesquelles nous n'avons pas nécessairement travaillé là-dessus. Et on s'est aperçu qu'au fond, ceux qui ça répondait à cette angoisse. Donc, d'une certaine façon, il y avait une sorte de, entre guillemets, pardonnez, je mettrais au moins 3 guillemets de chaque côté, mais une sorte de vérité du temps qui disait, ben oui, le discours de Tissot touche quelque chose auquel répondent des gens et en masse. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça calmer leurs angoisses ou augmenter leurs angoisses, je n'en sais rien, ça c'est beaucoup plus difficile à savoir, mais toujours est-il que ça touche quelque chose d'un point qui concerne le discours scientifique, qui reprendra cela, puisque juste pendant un siècle environ, pour reprendre une remarque, pour répondre aussi à une question de Mylène, des heures qui ont duré longtemps, au moins un siècle, voire peut-être 2 siècles, et peut-être même quelques petites reflux comme des vagues qui reviennent, comme pour l'épidémie encore jusqu'à aujourd'hui, d'un interdit, ou en tout cas d'une angoisse sur la masturbation, popularisée par le discours « la masturbation, ça rend sourd ». Alors, Tissot n'a jamais dit que la masturbation, ça rendait sourd. En revanche, il a dit, si je vous décris l'horloger vaudois, lausannois, soumis à la masturbation, qui est un de ses plus beaux cas, vous avez l'impression que c'est vraiment la déchéance, c'est des figures bibliques de la déchéance qui sont décrites là, c'est tout à fait intéressant. Et vous comprenez qu'il émet une sorte de vérité pour un moment, qui a peut-être que ça a angoissé des gens, ou ça les a sentis se faire coupables, et certainement pendant plus d'un siècle ou deux, parce que ce discours a été repris par
beaucoup de médecins, les premiers sexologues jusqu'à la fin du 19e siècle ont repris ça. Freud connaît ça aussi, non pas pour avoir le Tissot, mais d'autres qui avaient lu Tissot. Donc, c'est quelque chose qui imprègne vraiment les esprits scientifiques. Et pour des raisons alors, qui, pour moi, sont encore obscures, a cessé à un moment donné. Je ne comprends pas encore très bien pourquoi, à un moment donné, ce discours a perdu de sa validité. Ce n'est pas une découverte scientifique qui aurait dit « Ah, mais non, ce n'est pas parce qu'on gaspille son sperme ou sa semence féminine qu'on devient sourd ou je ne sais pas quoi, parce que je peux vous le prouver, parce que j'ai bien étudié les nerfs auditifs. » Ce n'est pas du tout une vérité, entre guillemets, scientifique qui a prouvé ça. C'est quelque chose qui s'est, en quelque sorte, essoufflé de façon, à mon avis, un peu comme un véhicule qui s'ensable peu à peu, puis finir on l'abandonne. Donc voilà un très bel exemple à la fois de quelque chose qui est émis par la voix d'un scientifique, mais qui correspond en même temps à une angoisse du siècle. Donc il émet une vérité qui s'inscrit comme vérité pendant un certain temps, et qui, pour des raisons complexes et pas complètement élucidées encore, à mon avis, aujourd'hui, s'essouffle, et probablement que c'est encore en train de s'essouffler maintenant. On a là un bel exemple d'un rapport compliqué entre production d'un discours scientifique, qui est perçu comme tel à un moment donné. Pendant 100 ou 150 ans, les scientifiques disent c'est juste, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai, attention, la masturbation, ça crée plein de problèmes médicaux, etc. Et ils sont persuadés, ce n'est pas des méchants ou des catholiques vraiment bornés ou des je ne sais pas quoi, c'est juste des gens comme nous, vous et moi qui reprennent un discours et puis qui le reproduisent de façon un peu automatique sans se poser des questions. Donc là, de nouveau, alors, je préfère vivre aujourd'hui qu'au 19e siècle sur le plan de la masturbation, parce que je me sentirais peut-être beaucoup plus coupable au 19e siècle qu'aujourd'hui, si ça se trouve que je me masturbe, par exemple. Mais à part ça, je ne suis pas là pour jeter la pierre et dire « Ah là là, ce Tissot, vraiment, quelle horreur, ce gars, ce vaudois à la con, etc. » Ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas que je vais le réhabiliter, bien au contraire. C'est montrer la complexité des choses. Et puis, je pense que je vais laisser parler à Viviane, mais dans ce cas-là, c'est effectivement moi-même ou le discours de mon époque qui réinterprète tout cela. Donc, il faut bien faire la part des choses. Viviane, je te laisse réagir là-dessus. Oui, alors moi, j'adore cette histoire de la masturbation et j'aime bien son rapport très local. C'est un exemple que j'aime beaucoup donner d'ailleurs. Ah, on est fiers de notre anecdote cocasse et très drôle. Donc merci. Moi, je vais répondre à la question de Mylène. Et puis, ma foi, Vincent, il faudra que tu m'excuses parce que je ne suis pas historienne et donc je n'ai pas la rigueur. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, du coup, je vais faire de mon mieux. Mais moi, ce qui m'épate et une des choses qui m'a beaucoup interpellée dans on va dire mes lectures historiques, c'était la question du désir et de la fluctuation du désir des hommes et des femmes. Et puis, c'est vrai que je me rappelle avoir été extrêmement étonnée d'apprendre justement, je crois que c'était une vision justement aristotélicienne du monde des femmes qui sont extrêmement voraces, qui sont très du côté de l'animalité, de la bestialité, extrêmement voraces, très, très, très sexuelles, et qui veulent absolument du sexe tout le temps. Et puis en face, on a ces hommes modérés qui incarnent la raison, qui au contraire, il ne faut absolument pas qu'ils dépensent leurs semences par peur de disséminer leur énergie vitale. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de la masturbation. C'est vraiment le sperme, c'est quelque chose qui détient la vie. On voit que vraiment il y a cette idée très passive. C'est bizarre parce que la femme est à la fois dévorante et passive, c'est-à-dire qu'elle n'est que le réceptacle de l'énergie vitale de l'homme, puis en même temps elle pourrait tout lui manger. Elle est proche de l'animalité en ce sens. Exactement. Et puis en même temps, pour faire le lien avec le présent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, nous vivons dans l'époque dans laquelle on vit. On trouve que cette idée des femmes au désir dévorant et les hommes un peu craintifs comme ça, c'est peut-être l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on parle bien plus souvent de la perte du désir féminin, du manque de libido, ça a été médicalisé. Je n'ai pas connaissance que le manque de désir masculin soit médicalisé, en tout cas, ce n'est pas à ma connaissance. Et puis du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a c'est la vision du monde qu'on a, et puis on interprète la sexualité à l'aune des enjeux du monde dans lequel on vit.
Et d'ailleurs, par exemple, j'ai récemment aussi lu beaucoup de recherches sur justement la manière dont on mesure la satisfaction sexuelle et puis les biais possibles qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, une des choses qu'on voit, c'est que aujourd'hui, la manière qu'on a de mesurer la satisfaction sexuelle des gens, c'est en leur posant des questions. On ne fait pas vraiment de mesures avec des électrodes, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est plutôt Baxter & Johnson, c'est plus vieux. Mais on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes sexuellement satisfait ou satisfaite aujourd'hui ? Et puis, le problème avec cette méthode de recherche, c'est qu'en fait, on se rend compte que plus on a des attentes basses, plus elles sont faciles à combler. C'est évident ce que je vais dire, mais attendez. Par exemple, c'est-à-dire que si pour Noël, je sais pas, je m'attends à recevoir une BMW et que je reçois un vélo, je vais peut-être hyper déçue. Alors que si je m'attends à recevoir rien et que je reçois un vélo, je trouverais ça super. Donc du coup, on voit bien que, par exemple, il y a toute une série de gens qui sont plutôt non privilégiés ou à qui la vie n'est pas forcément super, qui s'attendent à pas grand-chose à un niveau sexuel. Donc on peut penser aux minorités sexuelles et puis on peut penser aussi aux femmes qui sont une forme de minorité sexuelle. Et donc du coup, on se rend compte que si là, du coup, on s'attend à pas grand-chose, finalement, le barème qu'on va utiliser pour mesurer notre satisfaction sexuelle, elle est facilement comblée, on va dire. Donc, une femme pourra très bien dire « je suis sexuellement satisfaite » sans que ça nous dise vraiment de quoi il en retourne. Et puis, du coup, là où je trouve que ça a un lien, tout ça, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes font, et les personnes LGBT, les minorités sexuelles, font vraiment un lien entre sexualité et soumission. Et c'est quelque chose c'est dans des recherches qui ont été faites, on voit qu'il y a souvent ce lien qui est fait. Et on voit aussi que plus on est passif, ça c'est vraiment une question sexologique, plus on est passif dans son rapport, dans son entrée dans une relation sexuelle, moins on a de chances finalement de ressentir du plaisir, d'arriver à un orgasme et puis de vivre pleinement le moment. Et puis là où je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on dirait, pour revenir à la question de base, c'est-à-dire qu'on pensait avant que les femmes avaient cet appétit sexuel dévorant, et puis maintenant on dirait plutôt pas. Mais en fait, on oublie de regarder ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a tout autour, c'est-à-dire le contexte. Et puis finalement, si on vit dans un contexte où on associe engagement dans la sexualité avec la passivité, la soumission, on peut comprendre pourquoi ce ne serait pas forcément folichon, puis on se dit pas « youpi, ça va être super ». Et puis aussi, pourquoi en fait, il y a... qu'en fait, finalement, peut-être que ce manque de désir, il provient d'un manque de satisfaction qui n'apparaît pas forcément dans les recherches sexologiques qu'on fait aujourd'hui parce que justement, la manière dont on fait la recherche, elle est biaisée. Donc, en fait, ce que je trouve très, très intéressant dans ce très rapide panorama historique, c'est de se dire, en fait, finalement, quel est le reflet, quel est le monde qui entoure ce qu'on est en train d'observer, comment est-ce que ça a l'influence, et puis en fait finalement alors ça c'est pas la vision de l'historienne ou de l'historien, mais peut-être la version plus militante ou plus féministe qui forcément m'habite, et c'est de se demander en fait finalement à quelle sexualité est-ce qu'on aspire, comment est-ce qu'on a envie de la vivre, et du coup, à ce moment-là, ça devient très intéressant à un niveau personnel de se demander dans quel contexte est-ce qu'on vit, dans quelle tradition historique de quelle tradition historique est-ce qu'on hérite, et qu'est-ce qu'on charrie en fait dans nos corps, dans nos représentations, qui fait que, loin d'être naturel, la manière dont on fait l'amour, dont on vit notre sexualité, nos sexualités, elles sont éminemment
traversés par ces enjeux de pouvoir qui nous viennent justement à la fois par toutes ces histoires qu'on se raconte depuis tellement longtemps, et puis aussi des histoires qu'on raconte aujourd'hui, qui se mélangent un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on peut arriver à des choses assez contradictoires par moments, c'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, par exemple, quand je disais que la femme, elle est animale, mais elle est aussi passive, il y a plusieurs histoires. C'est-à-dire dans un sens, les histoires qu'on raconte, la narrativité, la façon dont on parle des choses, qui va venir influencer la manière dont on vit les choses et qui peut semer le trouble et faire que les choses sont très, très difficiles à comprendre. Mais ça vaut la peine, je trouve en tout cas, parce que moi, évidemment, j'ai étudié un tout petit peu l'histoire de la médecine et je trouve que c'est vraiment un sujet fascinant. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet justement de faire des choix. Je reviens à cette question-là, de se dire finalement de quoi est-ce qu'on a envie et puis de quoi est-ce qu'on a envie de se libérer personnellement, quelle est la sexualité qu'on a envie de vivre et puis peut-être moins de se dire c'est normal, je suis une femme, j'ai pas de désir, la sexualité, je trouve pas ça pas génial, ou si je m'intéresse à la sexualité, c'est que je suis une grosse salope, ou etc. Ça nous permet de nous libérer petit à petit de choses qui peuvent être extrêmement pesantes et puis qui peuvent extrêmement nuire à la manière dont on vit les choses. Vincent, tu as parlé de Freud, Viviane, tu parles de femmes. Du coup, moi, je fais le lien aussi avec le clitoris, qui a une histoire particulièrement révélatrice. Donc, on disait qu'il n'y avait pas de personnes comme ça qui contrôlaient le désir ou le plaisir de la population. On voit bien que ces idées se diffusent dans l'inconscient collectif, mais le clitoris, il a quand même une histoire particulière. Il y a une volonté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, moi j'hésite. Non, je ne suis pas d'accord avec dire qu'il y a une volonté, non, mais il y a mais disons, c'est une histoire à rebondissement, on va dire, et puis à oubli, mais c'est pas la seule. Mais enfin, évidemment, il se trouve que ça tombe sur le clitoris, le pauvre, et puis que. Mais enfin, je dis pas que ça aurait pu tomber aussi sur la rate ou sur l'oreille gauche, je sais pas quoi. C'est sûr que c'est pas tout à fait un hasard. Enfin, qu'il faut se poser la question pourquoi le clitoris fait l'objet. En médecine, alors là, on est dans un champ quand même assez restreint. Ce que dit Viviane, et ce que je reprends à mon compte, c'est que la médecine, là-dedans, c'est une toute petite chose pour parler de sexualité. Ce qui est intéressant, c'est de penser qu'aujourd'hui, ça passe par la médecine ou le médical au sens large, le discours sexologique au sens expert sur le sexe, souvent représenté par la médecine, malheureusement trop souvent peut-être, pour tout ce qui concerne toutes ces questions-là. Il y a une sorte de monopole à la médecine, mais ça, il y a un monopole, mais c'est pas l'arbre qui doit nous cacher la forêt, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis effectivement, la question des traditions religieuses ou autres, ou culturelles, où la médecine finalement mais c'est vrai qu'elle impose un certain discours et c'est souvent celui qu'on voit en premier, sur lequel on fonce en premier, pour le meilleur ou pour le pire. Avec le clitoris, c'est sûr qu'il y a une histoire médicale qui est maintenant assez connue parce qu'il y a quelques historiens et historiennes, d'ailleurs à l'Institut où je suis aussi, Aude Fauvel, une historienne, a travaillé là-dessus. Elle aurait dû d'ailleurs être présente ce soir aussi, enfin elle aurait pu être présente, mais bon, c'est moi qui la représente du mieux que je peux pour cette question-là. Donc, ce que les historiens ont mis en évidence assez récemment, c'est l'oubli, la redécouverte, enfin le côté non linéaire de la prise en compte de la question du clitoris, dont on trouve des traces dans les textes très anciens, qui est à la Renaissance assez bien étudié par un anatomiste masculin, un wasp, enfin, sauf qu'il était italien, il n'était pas anglo-saxon, Realdo Colombo, il s'appelait, qui était un anatomiste, un grand nom de l'anatomie au Moyen-Âge, à la Renaissance, et qui disparaît, y compris des traités d'anatomie. J'en ai tout plein dans ma bibliothèque là derrière, et il y a certains où le chapitre sur le clitoris, c'est un quart de page, et le dessin sur le clitoris, il tient sur un timbre-poste. Alors maintenant, on voit que les clitoris envahissent l'espace public, puisque vous avez des statues énormes, donc il y a une sorte de vengeance du clitoris, liée au fait que depuis 20 ou 30 ans, notamment une nouvelle héroïne, une médecin australienne, a beaucoup recherché, puis a montré qu'effectivement, cette zone-là, anatomique, par là en bas, en dessous de l'écran de Zoom, eh bien, il y avait une part importante, même physique, liée à cet organe-là, dont on s'était un peu enfiché parce que à quoi il sert. Enfin voilà, on avait simplement passé à côté, non pas par volonté, les femmes, on va les réprimer, puis on va rien dire dessus, c'est simplement que c'est vraiment un angle mort, quoi. Pour moi, c'est une tâche aveugle, alors qui désigne beaucoup de choses,
qui désigne s'il y a une culpabilité, il faut chercher une culpabilité collective ou autre, et pas uniquement c'est mâle, médecin, il ne faut pas être aussi simpliste que ça. Et donc, cette histoire du clitoris, je pense qu'il faut aussi la voir dans ce contexte-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte d'envie de rattraper le retard en termes physiologiques, d'études même biologiques très concrètes sur les dimensions, les réactions, l'utilité, les fonctions de cette chose qui était une sorte de tache blanche, un peu comme j'emprunte l'image à la géographie, il y a des taches blanches. Au XVIIe siècle, on sait que c'est un globe, mais il y a un endroit où c'est tout blanc. Personne, voilà, c'est comme ça. Au XVIIIe siècle, il y a un explorateur qui va, etc. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui, il y a une sorte de soif par un certain nombre de chercheurs, chercheuses, beaucoup. Je pense que le fait de l'accession des femmes à minorité sexuelle, comme l'a dit Viviane, à la science dure, celle de l'anatomie, de la physiologie, a fait que, tiens, c'est marrant, là, il y a du boulot, quoi. Et puis, on a fait le boulot. Moi, j'expliquerais ça un peu, les choses comme ça, plutôt que juste une réaction contre l'oppression. Enfin, je pense que c'est plus compliqué que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de pouvoir, ils sont énormes là-dessus. Mais ce n'est pas juste un méchant pouvoir contre les gentils opprimés, quoi. Voilà. Parce que je me suis fait clair. Ouais, moi j'abonde dans ce sens, c'est-à-dire que je trouve épatant il me semble que c'est 2008. On va quand même juste le dire. Je crois que Hélène Connell, la médecin dont Vincent parle, c'est 98. Ou et les puis... néo-zélandaises ou australiennes, je ne sais plus. Enfin, quelque part par là-bas, en tout cas, très loin. Mais Hélène Connell, ça c'est sûr. Et puis c'est 98, sauf erreur. Oui. Et puis voilà, je suis plus versée sur le présent que sur le. Ouais, c'est la fin du XXe siècle que publie et puis c'est Odile Fillot. Qui est la médecin que j'ai eu vraiment la chercheuse que j'ai eu la chance de rencontrer, je peux quand même juste le dire parce que c'était épatant comme moment, qui a modélisé pour la première fois le système clitoridien. Oui. Et puis, effectivement, est-ce un hasard que ce soit deux femmes qui fait cette recherche? Alors évidemment, ce que je suis en train de dire, exactement comme Vincent l'a bien précisé, c'est que ce n'est pas les méchants médecins masculins qui voulaient nous garder de tout ça, mais je pense que c'est plutôt un préjugé. Et puis avant, Vincent parlait de Thomas Laqueur qui parle de cette idée que le féminin, ce serait l'absence de masculin. Le vagin, c'est un pénis retourné. En fait. Voilà, c'est une chaussette retournée comme ça, avec les ovaires en haut. Hein, on voit très bien comment ils ont pu avoir cette idée. Il est juste rentré à l'intérieur. Mais en fait, finalement, cette idée, moi, ce qui m'a frappé quand je t'écoutais, Vincent, avant, c'est que finalement, cette idée que le féminin, c'est l'absence de masculin, c'est une idée qui est particulièrement contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose dans le sexisme qui est précisément cette idée-là. C'est-à-dire que le féminin n'existe comme le négatif du positif masculin. Et c'est bien ça, les idées binaires, elles sont fondées, elles fonctionnent comme ça. Et donc, du coup, cette idée-là, par contre, elle a encore énormément de force. Et puis, elle est vraiment pas du tout passée. Et je te remercie, Mylène, d'avoir soulevé cette question du clitoris, parce qu'effectivement, on voit à quel point on peut avoir des biais dans notre manière de faire la recherche. Et puis, je pense que le biais, là, dans la question du clitoris, c'est une hypothèse que je fais à titre personnel, mais ce n'est pas qu'un biais sexiste, mais c'est peut-être aussi un biais, dans un sens, dans une société qui veut des choses productives. Et finalement, le plaisir féminin, on aimerait bien qu'il serve à quelque chose. Et pendant longtemps, comme on ne voit pas à quoi il sert, on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que, je me trompe peut-être, mais il me semble que dans cette histoire du clitoris qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît de nouveau, on s'intéresse au clitoris quand on pense que le plaisir féminin est nécessaire à la reproduction. Il y a un lien entre ces deux choses. Et quand on se rend compte que les femmes n'ont pas forcément besoin de jouir pour pouvoir enfanter, on s'y intéresse plus tellement. Et donc, du coup, il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on voit très bien, c'est pas juste les gros méchants médecins sexistes, mais c'est vraiment effectivement ce qu'on appelle en sociologie, par exemple, l'épistémie, c'est ce champ d'idées, de manière d'observer le monde qui fait qu'on va regarder quelque chose ou pas et qui va influencer la manière dont on regarde quelque chose. Et c'est frappant
Je trouve ça très, très intéressant. Et puis, nous, on se dit exactement comme le disait Vincent, nous, on a l'impression de se dire, alors, je ne sais pas à quel point, comment vous êtes arrivés dans cette conférence en vous disant « Ah, on se réjouit de voir à quel point ils étaient ignares et bêtes avant et comment on est super et moderne maintenant. » En fait, non, c'est pas tellement comme ça que ça se passe. En fait, finalement, aujourd'hui aussi, on est traversé par tout plein d'idées reçues d'une façon de voir le monde. On a tous des lunettes qui nous font voir les choses d'une certaine façon. Et dans 100 ans, les gens penseront la même chose de nous. Et ce n'est pas parce qu'en 100 ans, ils auront plus fait de progrès par rapport à nous. C'est juste qu'ils seront dans un contexte des idées et des enjeux de pouvoir et autres qui sont différents. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de binarité masculin-féminin. On voit à quel point on est pénétré de cette idée depuis très longtemps aussi. Et il me semble qu'un des enjeux actuels que je vois, alors cette fois-ci dans le milieu médical, que j'observe tous les jours, parce que je pense que comme historien de la médecine, il faut observer ce qui se passe maintenant. D'une part, on comprend mieux ce qu'on fait comme historien, on comprend mieux à partir de quoi on parle toujours du présent contemporain. Le pire, c'est les historiens qui pensent qu'ils l'ignorent et puis qui s'imaginent être plongés au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Parce que là, au contraire, ils reproduisent, on ne peut pas s'empêcher de le faire, mais il faut pouvoir les expliciter, les valeurs qui sont celles avec lesquelles on arrive. La chemise ou mon corps avec lequel j'arrive, c'est un corps contemporain, même si je m'occupe d'Antiquité, par exemple. Donc, ces questions-là, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est la complexité, la difficulté et les rapports tendus, effectivement, avec la question de la binarité, qui, sur le plan, ça a peut-être à voir avec aussi le plaisir sexuel, d'où on est parti, mais je pense que le plaisir sexuel nous mène à cela aussi, disons. Voilà une des utilités du plaisir sexuel, c'est qu'il nous mène, à part le plaisir, à des questions philosophiquement extrêmement intéressantes et troublantes. Et puis, il faut les creuser, ces questions. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le champ hospitalier que j'observe, auquel je participe un peu comme médecin, chef de service à l'hôpital, mais enfin, ne pratiquant pas la médecine directement, mais si dans l'histoire de la médecine, mais observant ça comme ça. Et je pense que la question de la diversité ou la non-binarité a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là. Alors, je fais un petit plaidoyer pro-domo agnodis, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi, je pense, pour la médecine, et je pense que peut-être dans 100 ans, quand on fera cette réunion, peut-être dans 30 ans, à l'occasion de la prochaine pandémie, comme ça, ou peut-être 20 ans, peut-être même 15 pour la prochaine pandémie, eh bien, on sera à nouveau tous là. Et la question sera peut-être moins la question du plaisir sexuel que la question qu'est-ce que fait la binarité, la non-binarité à nos façons de faire, notamment dans le champ de la santé. Et je pense que là, il y a un vrai gros travail qui est absolument au départ et qui n'est pas du tout réglé. On en a peu parlé, mais je pense que c'était avec Viviane parce qu'on est parti de là où on demandait de partir. Mais je suis sûr que Viviane, tu as autant, sinon plus de choses que moi à dire sur ce sujet. Et puis, ça mériterait sans doute une autre conférence de la bibliothèque de Vevey. Ouais, alors effectivement, je ne sais pas si je peux m'exprimer 2 minutes sur la non-binarité parce que c'est un sujet qui me tient une belle conclusion à cœur. Je ne sais pas si c'est une conclusion à la discussion, mais on peut conclure avec ça et puis après ouvrir aux questions, mais parce que je vois que si je regarde un peu l'heure, c'est ce qu'on a promis dans 3 minutes, alors je vais essayer d'être brève. Mais disons que ce qui m'interpelle, moi, dans la question de la non-binarité à un niveau un peu philosophique, et puis je me base sur notamment les travaux d'une anthropologue qui s'appelle Val Plumwood, qui écrivait elle aussi en Australie en 98. Qu'est-ce qu'ils ont, ces Australiens? Je suis sûre. Mais qui parle, qui justement décrit un petit peu… Yann, je t'interromps, mais en fait, il y a une très bonne question. Les personnes qui disent, en fait, est-ce qu'on peut définir la non-binarité? Alors, je vais essayer de le faire. Ouais, je vais essayer de le faire. En fait, en gros, pour décrire la non-binarité, je vais faire quelque chose de très binaire, c'est-à-dire que je vais décrire la binarité. Et du coup, c'est Val Plumwood qui le fait. Et puis, elle dit en gros, Françoise Héritier aussi, anthropologue, s'est aussi beaucoup intéressée à cette question, mais en gros, on a tendance à diviser le monde en paires, en formes, en paires qui s'opposent. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, blanc et noir, homme, femme,
culture, nature. Gauche, droite, oui. Voilà, exactement, jour-nuit, etc. Et donc, du coup, quand on voit le monde comme ça, on a tendance à non seulement partir dans des extrêmes, mais aussi, pour une raison voilà, qu'on pourrait questionner, mais à hiérarchiser, à dire peut-être qu'on pense que la culture, c'est mieux que la nature, ou que les hommes sont mieux que les femmes, ou que, je sais pas, le savoir, c'est mieux que, je sais pas, les émotions. Rien. Et en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que quand on hiérarchise ce rapport dual au monde, on a aussi tendance à faire des liens entre différentes formes de binarité. C'est-à-dire qu'on va faire des liens entre, par exemple, les hommes et la raison et la culture. La culture est l'Occident, l'Occident est le jour, etc. Et puis, du coup, ça veut dire qu'on fait des paires négatives. Donc, quand je disais le négatif au positif, donc l'objet au sujet, parce que ça c'est une autre binarité, on voit que par exemple on va relier le féminin avec la bestialité, on en a parlé avant, avec l'ignorance, avec les émotions, avec, je sais pas, et plein de choses comme ça. Et donc du coup, en fait, finalement, ça va être des choses qui vont teinter notre regard sur le monde et qui vont venir de manière tautologique justifier des rapports de pouvoir qu'il y a dans la société. Par exemple, on va se dire, ah ben tiens, selon ce regard binaire sur le monde, les femmes sont plus proches de la nature et comme les hommes dominent la nature, c'est normal que les hommes dominent les femmes. Vous voyez ? Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de remettre en question ce genre de choses et se rendre compte que c'est des façons de penser qui sont tautologiques, qui ne sont pas du tout logiques, mais qui s'alimentent elles-mêmes. Et donc, du coup, de pouvoir remettre en question les choses, non seulement parce qu'elles créent un monde extrêmement déterministe, où on n'a pas beaucoup de possibilités de s'émanciper et de faire autre chose et de choisir, et puis de s'extirper de ces rapports de pouvoir, mais aussi parce que, en fait, le monde est infiniment plus complexe qu'une vision binaire d'opposition, parce que les choses n'ont pas forcément besoin de s'opposer. Ça peut pas, c'est pas forcément ou, ça peut être et / ou et plein de trucs. L'exemple le plus simple que j'aime donner à ça, c'est que quand on pense à jour et nuit, eh ben, on a tous une idée de ce que c'est. Tout comme quand on dit femme et homme, on a tous une idée de ce que c'est. Mais pour revenir à nuit et jour, en fait, finalement, 5 heures du matin, c'est la nuit ou c'est le jour? À quel moment est-ce qu'on passe de la nuit au jour? Est-ce que c'est tac, tac? Non, évidemment pas. Les choses se fondent les unes dans les autres. Et puis c'est justement ça, c'est que la non-binarité, moi je dirais, c'est une approche, en tout cas c'est comme ça que je le vois, je n'engage que moi, c'est peut-être pas ce que Vincent pense, mais pour moi la non-binarité, c'est une approche au monde qui intègre la complexité des choses, qui a envie d'interroger les rapports de pouvoir et pas de les dénaturaliser, pour reprendre aussi quelque chose que Vincent a dit plusieurs fois, c'est comment est-ce qu'on a naturalisé, rendu inébranlable comme ça les choses, et puis d'essayer de les remettre en question, mais de se dire, ok, en fait, s'il y a toutes ces nuances, et que je ne peux plus les opposer, et donc plus arriver à des conclusions hiérarchiques de pouvoir ultra simples, qui en plus se nourrissent entre elles, qu'est-ce que ça donne? Et que ce que ça donne, ça donne un monde dans lequel il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus de possibilités, et donc du coup, moi je crois fondamentalement que quand on est dans une diversité totale, on est dans une forme de monisme, c'est-à-dire que tout se vaut, et pas dans un relativisme absolu, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui est plus importante ou qui vaut plus qu'une autre chose, il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre, et c'est ça où ça devient extrêmement intéressant, c'est que c'est un enjeu, à mon avis, fondamental, et puis si on arrive à le comprendre, on se rend compte aussi que ce qui est super important, c'est que cette diversité-là, c'est une richesse, et que oui, peut-être on se sent un petit peu attaqué parfois, mais pourquoi? Parce qu'elle attaque justement cette vision du monde hyper stable qu'on a, qui est fondée sur ces idées extrêmement binaires, extrêmement intégrées dans notre façon de voir le monde, et puis que du coup c'est intéressant, c'est un peu chamboulant, mais c'est hyper intéressant. Donc j'espère avoir répondu à la question de qu'est-ce que la non-binarité, parce que pour moi elle va beaucoup plus loin que la non-binarité de genre. Mais je rajoute un post-scriptum au scriptum de Viviane. Évidemment, je ne peux qu'abonder dans son sens, puisque
je dois dire que si je fais appel à ma propre biographie intellectuelle, c'est des choses qui n'étaient pas du tout évidentes. Je pense que j'ai suivi un peu l'air du temps aussi, d'une certaine façon, depuis 20 ou 30 ans que je fais de l'histoire de la médecine. Et je m'aperçois de plus en plus à quel point ce qui pouvait paraître comme des chapitres marginaux, des petites spécialités d'histoire de la médecine par rapport aux vraies questions, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que l'expérimentation, quels sont les grands progrès récents, etc. Ces questions liées à la sexualité qui, justement, dans la sphère médicale, c'est une sous-spécialité. Les sexologues, c'est des psychiatres qui ont fait une sous-spécialité. Et ce n'est pas la discipline reine de la médecine. Je ne prétends pas que ça devrait l'être, mais je pense qu'à travers ces questions-là, c'est des questions beaucoup plus larges qui se posent et qui sont des questions philosophiques. Et un petit exemple, un tout petit exemple, mais qui justement, c'est le petit trou de la serrure par lequel on voit le monde, et du coup, il n'est pas du tout petit cet exemple, c'est des personnes intersexes qui sont… je sais que dans notre auditoire aujourd'hui, il y a une grande spécialiste de cette question, c'est Magali Lemans, dont je vous recommande le livre, une historienne de l'art qui vient de publier un livre qui est absolument remarquable sur la représentation de l'hermaphrodisme, avec les guillemets, dans la peinture et dans les arts au 19e siècle. Donc, quelque chose qui peut paraître très pointu, très, très spécifique, mais au fond qui ouvre à ces questions beaucoup plus vastes et qui interroge effectivement notre rapport au monde, mais notre, entre guillemets, nature humaine. Et je pense que si on inclut dans notre définition de la nature humaine ces ambiguïtés, ces complexités, eh bien, la petite question des intersexes qui sont un tout petit pourcentage, apparemment, selon certaines catégories statistiques, au fond, non, c'est vraiment central. C'est-à-dire, ça interroge tout, ça mine tout l'édifice, toute la construction intellectuelle, ça la remet en question et il n'y a rien de mieux que ça. Donc, longue vie, non seulement aux intersexes, mais à toutes ces questions qui nous permettent de nous miner dans nos certitudes. D'ailleurs, je rajouterai à ça, parce que c'est une anecdote assez marrante, j'ai rencontré Vincent Barras qui expertisait mon mémoire sur les intersexes, et d'ailleurs, ça a été ma porte d'entrée à ces questions non binaires. Donc, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vous propose de lancer les questions. Maintenant, sur le plan technique, on va essayer. Il y a Asbi qui a envie de lancer une première question. Du coup, Camille, est-ce que tu arrives à lancer Asbi? Alors, je vais le lancer, mais avec beaucoup de douceur. Ah, ça me dit que je suis obligée de te mettre comme panéliste pour que tu puisses parler. Bon, sinon, je peux juste lire ta question si ça te convient. Je la lis de bout en bout, ce sera peut-être plus simple. Donc, Asbi a écrit sur le Q&R. Il demande pourquoi est-ce que le discours par rapport aux sexualités a encore du mal à se positionner par rapport à l'hédonisme? J'ai l'impression que l'hédonisme, ou le plaisir sexuel, est vécu de manière personnelle sans avoir de discours collectif là-dessus. On regarde du porno chacune de notre côté, sans qu'il y ait d'espace public complètement ouvert à la question de ce qu'on aime et comment le faire. Les discours majoritaires par rapport aux sexualités aujourd'hui tournent autour de la santé, discours scientifiques, des rapports de pouvoir ou de la légalité. Pourtant, on est dans une époque où l'hédonisme, surtout consumériste, est fortement démocratisé, mais un hédonisme qui détruit des ressources contrairement à l'hédonisme sexuel. J'ai une réponse personnelle à ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que, et de nouveau, c'est vraiment une question, c'est une réponse vraiment très personnelle, qui est basée que sur là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, maintenant. Mais moi, j'ai l'impression que on vit dans une société qui est extrêmement cynique, où c'est peut-être notre héritage postmoderne, mais on a cette idée que pour être cool, pour être respectable, pour être sérieux, on ne doit pas être dans la joie, on ne doit pas être dans cette… Parce que c'est comme si la joie, c'était une espèce d'expression naïve, peu crédible, qui nuirait à cette représentation qu'on doit avoir pour être pris au sérieux. D'ailleurs, pris au sérieux, c'est peut-être une expression un peu intéressante à interroger. Le plaisir pris au sérieux, c'est bizarre. Voilà, exactement, ça paraît un peu… un oxymore. Oui, ou antinomique, et puis c'est bien dommage. Et puis j'ai l'impression que, en fait, j'ai aussi l'impression, peut-être pour continuer à ça, c'est qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit dans les milieux culturels. Il y a tout un mouvement qui est la New Sincerity, c'est-à-dire qu'on a une approche beaucoup moins
cynique, cool, hautaine par rapport aux choses et on se livre beaucoup plus facilement. Je trouve que peut-être que l'avènement de la pop, c'est aussi dans le champ culturel, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que oui, ça reste quelque chose, un produit marketable, hyper capitaliste, mais il y a peut-être quelque chose de plus naïf, de plus accessible là-dedans. Mais j'ai l'impression que ça se joue autour de ça. C'est-à-dire que moi, mes éléments de réponse, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans une société de distinction hyper classiste, où on a envie de se montrer d'une certaine façon, et puis qu'aujourd'hui, la joie, la naïveté, la simplicité, ce ne sont pas forcément des choses qui ont énormément la cote. Et d'ailleurs, on voit où ça nous a mené, c'est-à-dire que finalement, on vit dans un monde où ce qui est, ce sont des formes hyper violentes. Moi, j'appelle ça la psychopathie capitaliste, par exemple, c'est cette espèce de vague hyper destructive. Mais c'est ça les choses qui sont valorisées, qui sont prises au sérieux. Donc c'est clair que la joie toute simple, le plaisir qu'on peut avoir soi, qu'on peut maîtriser, qui sont une forme d'empowerment tout seul, c'est marketable par personne. Du coup, on n'y donne pas beaucoup de crédit. Et puis j'ai l'impression que c'est effectivement quelque chose qui a un rapport avec notre rapport au monde. Et puis, mais j'ai quand même l'espoir, justement, par exemple, en prenant ces exemples de la pop et de New Sincerity, que c'est quelque chose qui est petit à petit en train de changer. C'est-à-dire qu'on commence à voir, peut-être même plus que les prémices, des possibilités d'expression sincère, joyeuse, simple, d'émotion. Et que du coup, le rapport au plaisir, pour moi, il est extrêmement lié à ça. Mais voilà, de nouveau, c'est une réponse hyper personnelle. Je ne sais pas si Vincent, tu as des choses à rajouter. Non, je pense que tu dis ça beaucoup mieux que moi. Et ce n'est pas si personnel que ça, parce que tu représentes aussi, par tes activités, quelque chose qui est un collectif quand même. Ce n'est pas juste une humeur personnelle. Il faut aussi être modeste en disant ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une sorte de pudeur et je trouve qu'on ne vit pas dans une société qui est très pudique, mais par rapport à la joie, à la sincérité, à l'engouement, à l'enthousiasme, il y a beaucoup de pudeur encore et peut-être qu'on va trouver petit à petit les moyens de sortir de ça parce que finalement, je ne comprends pas très bien pourquoi ils sont là. On est dans une région, un pays marqué par une histoire du contrôle des émotions, le protestantisme. Je sais pas, enfin, donc c'est compliqué tout ça. On reçoit plusieurs questions par différents biais. On en a une, je vais les prendre dans l'ordre. Les sextoys ont-ils changé l'image du plaisir? Moi, je pense que oui. Je m'avoue incompétent pour répondre à cette question. Alors moi, je pense que oui. En tout cas, pour moi, alors c'est peut-être juste une question générationnelle, mais je me rappelle de ces fameux épisodes dans Sex and the City où vraiment c'était quelque chose qui était, dont on parlait de manière très ouverte, décomplexée. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport où aussi avec l'apparition de sex shop, assez labellisé féministe, femme friendly, etc., qui a une sorte de, j'ai pas envie de dire démocratisation, mais on a un peu commencé à enlever la honte qui entourait l'utilisation de sextoy. Et puis pour revenir à ce que je disais avant, étant donné qu'on sait maintenant que la passivité est une approche où on lit en tout cas dans nos imaginaires la soumission, la passivité au sexe, en tout cas chez les femmes et les minorités sexuelles, c'est vraiment quelque chose qui est un empêcheur d'épanouissement sexuel. Et donc du coup, je pense que cette nouvelle vague, qui est déjà là depuis un petit moment, mais cette nouvelle vague de sextoys qui sont tout choux, qui sont mignons, qui sont rigolos, les espèces de Tupperware party des sex shops, des sextoys, c'est quelque chose qui, oui, fait que on parle plus. J'ai l'impression que c'est devenu plus normal d'avoir un sextoy et ça ne veut pas forcément pour autant dire qu'on en parle forcément très facilement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent hyper souvent des sextoys qu'ils possèdent et puis comment ils
les utilisent. Je connais des personnes qui en parlent comme ça et je suis très contente que ces personnes existent, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Donc, ça a changé quelque chose, puis on a encore tout un chemin à faire par rapport à ça. Mais oui, vive les sextoys, c'est super. Si le docteur Tissot t'avait entendu, Viviane. Mon Dieu, ouais. Aïe, aïe, aïe. Une question de Katia qui n'est pas dédiée au plaisir, mais plutôt à la catégorisation LGBTQ+. Est-ce que cette catégorisation ne risque pas aussi d'exclure d'autres catégories qui ne se reconnaissent dans aucune d'entre elles? Oui, en tout cas, épistémologiquement, toute catégorisation signifie des oublis ou des invisibilisations, voire des exclusions. Et c'est sûr que, disons, au moins avec LGBTIQA+, il y a encore des lettres qui restent. Donc, mais au bout d'un moment, on arrivera au bout de l'alphabet, puis là, on aura tous ceux qui ne sont pas encore… Il faudra créer la lettre pour tous ceux qui ne sont pas dans les autres lettres, quoi, comme dans les classifications de Borges. C'est sûr, hein, Borges qui disait, voilà, la classification des animaux, là, il se référait à Aristote, justement, on y revient. Et puis à la fin, il y avait la liste des animaux qui ne sont pas classés ailleurs. Voilà. Donc là, il y aurait la liste des sexualités ou des genres ou de je ne sais pas quoi qui ne sont pas dans les autres lettres. Je ne suis pas le premier à le dire, je crois que beaucoup de gens qui se sont occupés de ces questions-là voient effectivement le danger ou en tout cas la réflexion à avoir sur les catégorisations. C'est à la fois bien de se reconnaître en communauté, nous sommes les Z, les Q, les B, les T, les V, tout ce qu'on veut. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'on exclut? Enfin, on se met à côté et voilà, je pense que la question justement aujourd'hui de la non-binarité précisément est une façon d'essayer de transversaliser un petit peu tout cela. Je ne sais pas comment et où l'avenir nous le dira, mais se poser comme on le fait aujourd'hui, et ça me semble assez récent. Je ne pense pas qu'il y a des années qu'on discourt de façon aussi appuyée sur la question de la non-binarité, qui est pour moi, que j'ai vu apparaître dans le champ, je dirais, il y a 3 ou 4 ans, et même plus récemment ici. J'étais souvent au Canada, et c'est à fond dedans depuis 5-6 ans, mais avant pas trop. Enfin bref, je pense que c'est encore en cours, et c'est probablement une réponse à la question de la personne là qui dit, voilà, avec la non-binarité, on se dote des moyens théoriques de repenser ces questions de catégorisation. Alors, le jour où la non-binarité deviendra elle-même une catégorie, là, on aura perdu la bataille, c'est sûr. Ah ouais, je vois la question justement, je crois qu'il continue là de Katia qui dit alors pourquoi vouloir les classifier? Moi, je peux donner un élément de réponse, c'est-à-dire que historiquement, c'est une question de lutte. C'est des luttes politiques, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on doit, et puis on rassemble ces lettres, donc ces catégories de personnes ensemble, c'est que toutes ces lettres ont comme point commun de sortir de l'hétérosexualité, de l'hétéronormativité, d'une manière ou d'une autre, hein, parce que finalement, on pourrait aussi se demander, bon, bah, lesbienne, gay, c'est des orientations, trans, c'est une identité de genre, enfin, pourquoi est-ce que ces choses, elles sont mises ensemble? Ben, elles ont tout en commun d'ébranler le socle de pouvoir de l'hétérosexualité. Et puis, par contre, ce qu'on voit, et ça, j'en suis extrêmement heureuse, et je crois aussi qu'effectivement, c'est l'influence de cette effervescence des idées non-binaires, c'est que dans les communautés plutôt LGBT, plus QIA, etc., que je fréquente, cette question de la catégorisation, elle tend à disparaître. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus agacés qu'on leur demande de se catégoriser, et plutôt, il y a plutôt un mouvement de bah, je suis qui je suis, foutez-moi la paix. Et puis voilà, et puis du coup, je trouve ça plutôt rassurant, je pense que c'est sain. Et donc, du coup, je pense qu'on a eu besoin d'avoir ces catégories pour des raisons politiques, pour des raisons de lutte très particulières à un moment donné, et puis que on tend vers autre chose et à abandonner ces catégorisations de plus en plus en ce moment parce que justement l'enjeu est ailleurs. Et il devient plus profond, et puis du coup ces questions, justement cette approche non binaire, elle est de plus en plus prégnante, et ça c'est super. En tout cas, moi je trouve que c'est super. C'est aussi ce qui est excitant dans la période dans laquelle on vit. On lutte beaucoup contre l'invisibilisation. Des corps différents existent, des sexualités différentes existent. C'est vraiment intéressant. Question de Laura. Dans quelle mesure la question d'aborder les plaisirs et les désirs dans une perspective commune n'est-elle pas aussi très intimement liée à la question de la morale, de l'éthique des lois
et donc des constructions ancestrales intériorisées et reproduites encore et encore. Ben, ouais. La question contient sa réponse, je dirais. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Le travail consiste à savoir comment, par quel chemin, quels sont les liens, qui sont les acteurs ou les actrices qui ont contribué à cela ou à son inverse. On a cité le nom de l'Australienne ou néo-zélandaise qui, dans ces questions-là, voilà, par un travail précis, anatomique, dissection, scannage, enfin des techniques très, très médicales, scientifiques, réussit à mettre en évidence l'importance anatomique d'un organe du plaisir et qui, par là, démonte un peu ou à travers laquelle on peut voir à quel point cette question-là était liée à certains moments de son histoire, aux conceptions ancestrales, comme dit la personne qui vient de poser la question, ou à des questions, alors là, je sais pas, ça n'a pas été encore vraiment étudié, mais il faudrait le faire peut-être à certains dogmes liés à telle ou telle religion ou tel système religieux à certains moments, protestantisme, catholicisme ou religion musulmane ou quel que soit. Enfin, justement, il faut pouvoir décortiquer tout ça, mais c'est sûr que les choses sont très liées. Elles sont leur nature, si j'ose dire ce mot oni et tabou, leur nature, c'est justement d'être lié à ces questions sociales. La nature de la construction sociale, c'est justement de faire des amalgames entre des choses qui sont très hétérogènes et puis qui tout à coup se coagulent en disant voilà, tabou sur le clitoris, par exemple. Et le travail des historiens, c'est pour ça que j'aime les historiens et les historiennes, c'est parce qu'on s'amuse à, si on fait bien le boulot, à dénouer cela, à montrer cela, pourquoi et comment. Et une fois, je pense que si on a une utilité comme historien et comme historienne, c'est une fois ayant expliqué cela, et puis après, les gens qui nous lisent, s'il y en a, ils peuvent se dire « Ah bon, voilà, d'accord, moi je recompose des choses un peu différemment, parce qu'elles ne sont pas naturellement liées comme je le croyais jusqu'ici. » Je rebondis juste très très brièvement sur ce qu'a dit Vincent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que ce qui ressort dans la question, c'est la question de la honte. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de considérer la honte comme un mécanisme social. Et puis, la fonction de la honte, c'est la cohésion du groupe. C'est-à-dire que je me rappelle avoir écouté une conférence je ne me rappelle plus de qui, mais c'est ce truc de quand quelqu'un a honte, en fait, le groupe ressent la honte pour la personne. J'ai honte pour toi, en fait. Et puis du coup, c'est un élan qui donne envie de réintégrer l'élément au sein du groupe. Et puis l'élément qui a été écarté a aussi ce sentiment d'avoir envie d'être réintégré dans la norme. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on le regarde comme ça, c'est ma façon de non-binariser la honte, hein, c'est de se dire en fait, la honte, ça peut être vraiment un mécanisme social qui est extrêmement utile, désagréable, mais utile. Et donc du coup, c'est finalement de se dire, ok, peut-être que le problème, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, dans les luttes féministes, les luttes LGBT, pour ne pas utiliser ce mot, mais c'est justement se débarrasser de la honte. Et puis, moi, comme je me suis intéressée pas mal à la honte, je me dis, peut-être que c'est pas ça qu'il faudrait. C'est de se questionner, en fait, on utilise la honte pourquoi? Et puis, c'est quoi les normes ou les valeurs qu'on est en train de défendre en tant que groupe? Et puis, que c'est de nouveau, je reviens toujours, hein, vous aurez compris, c'est mon dada, mais c'est la question du choix qui est hyper important. C'est de connaître les enjeux et les mécanismes dans lesquels on est impliqué. Alors, on ne pourra jamais le faire complètement, mais d'essayer de les comprendre un tout petit peu pour avoir le plus possible de connaissances et de savoir et de pouvoir faire des choix éclairés. Et puis du coup, voilà, c'était juste mon plaidoyer pour la honte, parce que finalement, la honte, ça peut être très bien. Une question de Myriam, l'hétéro-cis amatonormativité. Donc là aussi, je vous demanderai des définitions courtes, ancrées dans notre société et du coup presque invisibles au plus grand nombre. Est-elle ou a-t-elle été utilisée comme moyen ou outil pour renforcer les enjeux et relations de pouvoir dans la société? Le tout début, l'hétéro, je n'ai pas compris juste. L'hétéro-cis amatonormativité. Ouais. Alors, je vais juste vérifier que l'amato, je ne suis pas sûre, ce n'est pas un terme que je connais, mais j'imagine que c'est peut-être le fait qu'on imagine que
On est plutôt… La normalité en termes d'amour, je pense. Ouais, moi je le verrais comme ça. Donc peut-être juste expliquer le terme pour tout le monde. Ouais, ok, d'accord, c'est ça, super. Donc hétéro, donc ça tout le monde sait, cis, c'est dans une vision binaire, on a cis et on a trans. Donc on a inventé quelque part ce terme pour que justement sortir trans de cette fonction binaire, c'est-à-dire comme la normalité, c'est-à-dire en fait non. Et puis du coup, c'était l'amato, donc le fait d'avoir un rapport amoureux et peut-être une vision on se centre sur le couple. Moi, je le vois plutôt comme ça. Est-ce que c'est un moyen, un outil pour renforcer les enjeux et les relations de pouvoir dans la société? Évidemment. Parce que par exemple, l'hétérosexualité et ce discours comme quoi on doit chercher la complémentarité, ou qu'on est comme ça, voilà, c'est que c'est évident que ça va renforcer la différence, mais pas une différence diversifiée dont on parlait, joyeuse, comme j'écrivais avant, mais de nouveau une différence binaire, où ce qui se crée, ce n'est pas de l'indépendance, mais de la dépendance, et de la dépendance peut-être négative, où on a besoin seulement d'un autre, et donc du coup, ça crée forcément des relations d'interdépendance qui sont, à mon avis, hyper empreintes de pouvoir. Et c'est pour ça que, d'un côté militant féministe, je trouve que c'est hyper important de sortir de l'hétérosexualité parce que justement, c'est une matrice de pouvoir tellement forte. Je n'ai pas l'impression de réussir à m'exprimer très clairement à ce sujet, mais c'est comme cette idée, pour le faire simple, c'est cette idée que, par exemple, juste pour prendre l'hétérosexualité, qu'un homme a besoin d'une femme et que si on ne trouve pas cet équilibre-là dans la vie, ben, on a raté sa vie, et puis que c'est terrible, et puis que cette idée-là, elle est basée sur une idée de complémentarité et donc de différence, et donc de hiérarchie et de dualité, qui rejoint tout ce que j'expliquais avant. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais oui, pour répondre à la question clairement, oui, c'est ouais. Question de Xenia. Les voix se libèrent de plus en plus, surtout grâce à certains comptes Instagram, sur le plaisir féminin et sur ce qui fait jouir les femmes. Et pourtant, les films et les séries actuelles ne montrent qu'une seule et même image de l'orgasme. Les deux partenaires jouissent en même temps de façon super bruyante et exagérée. Pensez-vous qu'on puisse changer ça à l'avenir? Comment peut-on contribuer à ce changement d'idées reçues? Eh bien, on peut contribuer à ce changement d'idées reçues en suivant des conférences comme celle-ci, en posant ce type de questions, c'est-à-dire en les posant, en y répondant, donc en participant activement, en faisant de ces questions-là des objets bons à penser. Je pense que ce serait ma réponse. Et donc, je trouve que la question répond à elle-même en disant oui, on peut changer cela en posant ces questions, en se posant ces questions. Alors, nos réponses sont très brillantes, celle de Viviane surtout, mais enfin, c'est pas en même temps, c'est le débat. Ce qui importe, c'est de pouvoir réfléchir ça, puis de se donner les moyens, parce que moi, ça me plaît, c'est cool ou c'est pas cool, ça c'est vraiment, c'est pas bon comme réponse, mais c'est dire sur quoi le pouvoir, la société, les conflits, les contradictions, pas avoir peur d'affronter ça, sans forcément jouer les intellectuels, mais chacun avec ses moyens. C'est comme ça qu'on change le monde. Tout à fait. Moi, je dirais aussi, pour juste donner quelques outils concrets, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé à la fête du slip, c'est quelque chose que je raconte beaucoup en tant qu'enseignante. Je ne fais pas forcément le lien avec les sexualités, je vous rassure, mais je parle tout le temps de l'importance des histoires qu'on raconte. Qui c'est qui raconte l'histoire? Qui c'est qui est au centre? Du point de vue de qui? Quel est l'enjeu? Quel est l'arc narratif? Qui sont représentés? Quel type de personnages sont représentés par quel type d'acteurs? Quelles sont leurs caractéristiques? Pourquoi? Parce que justement, toutes ces histoires qu'on raconte, elles participent tellement à la construction de notre représentation du monde, donc dans la réalité dans laquelle on vit, et que du coup, à force de s'exprimer, du coup Vincent a évidemment raison, dans le sens où c'est de participer, de s'exprimer, de raconter d'autres histoires, d'écouter d'autres histoires, de donner le chapitre à d'autres personnes sur ces questions-là, c'est hyper important. Donc du coup, c'est de se dire, on cherche de plus en plus, il y en a. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un moment dans
cette série qui s'appelle Sex Education, que je vous conseille tous d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui évidemment a des choses qu'on peut lui reprocher parce qu'on n'est tous pas parfaits et c'est OK. Mais il y a une scène absolument magnifique où il y a deux jeunes filles qui se masturbent ensemble en tant qu'amoureuses. Et je me suis dit, mais ça, c'est juste absolument phénoménal comme scène. Je pense qu'il y a plein de gens qui le regardent qui ne se rendent pas compte à quel point c'est exceptionnel de regarder quelque chose comme ça dans un truc qui est destiné à des ados, qui est non pornographique, où on voit des femmes se saisir de leur sexualité de manière autonome, de ne pas imaginer que le plaisir doit forcément venir du partenaire, etc., mais qu'on peut quand même être ensemble, que c'est quand même un moment partagé. Enfin, il y a tellement d'éléments hyper important dans cette toute petite scène qui dure, mais vraiment, je pense, 15 secondes. C'est hyper chouette. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui émergent, qui racontent des histoires comme ça. Pour l'instant, il faut encore aller les chercher, mais ça devient de plus en plus présent. Et par exemple, ça, c'est un des trucs, juste pour faire un tout petit peu de pub, vous m'excuserez, mais c'est quelque chose pour laquelle on se bat vraiment à la Fête du CIP, c'est d'essayer d'être une plateforme pour d'autres façons, d'autres histoires, d'autres façons de raconter la sexualité. Et puis du coup, quand on revient à des histoires, la bibliothèque de Vevey aussi contribue à mettre en avant d'autres formes de narrativité et d'autres formes d'histoire avec d'autres héros, avec d'autres issues. Et ça, c'est super. Oui, je rebondis parce qu'il n'y a pas que dans les séries télé et les films, malheureusement, il y a aussi dans la littérature érotique, c'est un gros marché. Alors, bien sûr, il y a des perles, il y a des beautés, il y a vraiment des livres à recommander. Et puis, la plupart du marché est dominé par des livres qui sont un peu, qui suivent une franchise. Le milliardaire, check, la vierge, check. Lui, il sait tout, elle est forcément soumise. Voilà, donc on a besoin de littérature érotique plus diversifiée. S'il vous plaît, chers lecteurs, lectrices, lisez autre chose, demandez aux auteurs autre chose, aux éditeurs autre chose. On en rêve. Est-ce que vous avez un mot de conclusion? Parce qu'on arrive, on est vraiment dans un timing parfait. Ah mais oui, il est 20h01. Le seul truc qui me tenait à cœur là-dedans, c'était vraiment qu'on puisse se rendre compte que c'est pas les idées reçues, elles sont dans le passé, puis maintenant dans la modernité ou dans la contemporanéité, on est super, et puis on a tout défriché, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis j'aimerais juste remercier Vincent de nous avoir emmenés sur le terrain de la non-binarité, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me tient vraiment à cœur. Et puis aussi pour les questions, super, notamment la question sur les LGBT, tout ça, et les catégorisations, c'était vraiment super. Merci infiniment à Mylène et à Camille et à vous tous et toutes. Merci aussi à Mylène, à Camille et bien sûr à ma partenaire Viviane, avec qui nous avons formé un duo parfait, je crois. La première fois qu'on faisait un duo comme ça. J'espère qu'il y aura d'autres fois, mais j'espère aussi qu'il y ait d'autres occasions comme ça. On parle devant un public de convertis peut-être aussi. Des gens qui viennent vers nous, c'est des gens qui sont forcément sympathiques à la cause. Le jour où il y a plus de public à convertir, on se dira que ce sera l'avenir radieux de l'humanité, je ne sais pas. On l'espère. C'était un challenge, vous l'avez réussi haut la main. Merci vraiment à tous et toutes d'avoir été présents. Il y a Marco Marchetti, merci beaucoup, c'est sympa, qui nous remercie. Tout le monde se remercie, voilà, portez-vous. Bravo. Et puis, je peux juste rajouter un truc, je vais quand même juste le dire, c'est que on ne se rend pas forcément compte. Alors, vous qui côtoyez la bibliothèque de Vevey régulièrement, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Pour les autres, le travail que ces personnes font à la bibliothèque est absolument exceptionnel. Je n'ai jamais été dans une bibliothèque comme ça, qui organisait ce genre de choses, qui avait ce level d'exigence, d'ouverture et d'imagination et de créativité. Et donc, du coup, dès qu'on sera déconfiné, Ruez-vous à la bibliothèque de Vevey, c'est un endroit magique. C'est génial. Il y a un café. Amassez-vous, condensez-vous à la bibliothèque de Vevey. Dès que c'est possible. Il y a une personne qui dit que c'est la meilleure bibliothèque au monde et c'est une personne tout à fait objective qui porte le même nom de famille que moi.
Ah, bah, ça, c'est très objectif. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au Merci. revoir, bonne soirée. Viviane, ciao. À bientôt. Ciao, Au ciao, revoir tout au le revoir monde. tout le monde.